Otep à toutes et à tous, Madame, Messieurs. L'Afrique souffre moins d'un manque de militants que d'un manque de fondements idéologiques enracinés. Depuis des décennies, nos combats politiques se mènent avec des outils conceptuels forgés ailleurs, sur d'autres terres, pour d'autres peuples. Et lorsque l'idéologie n'est pas la nôtre, la lutte finit souvent par trahir ses propres objectifs. C'est dans ce contexte que s'impose aujourd'hui une clarification essentielle. Le kémétisme n'est ni une religion, ni un dogme, encore moins une croyance figée. Elle est une science, une logique de pensée, un état d'esprit hérité de nos ancêtres africains qui structurait la société autour de l'harmonie, de la justice, de la responsabilité et du sens collectif. La kémitude interroge notre rapport au pouvoir, à la communauté, à la foi, à l'engagement. Elle propose une grille de lecture africaine pour comprendre le monde, organiser la cité et penser la libération. Dès lors, une question centrale se pose à nous. Le militantisme politique africain peut-il réellement conduire à la renaissance du continent s'il ne repose pas sur un socle idéologique africain authentique? C'est autour de cette interrogation majeure que s'articule notre échange de ce matin sous le thème « La kémitude comme socle idéologique du militantisme politique africain ». Et pour en discuter, je reçois un frère engagé, un jeune aux dents déjà bien longues dans le combat pour la renaissance africaine, président par ailleurs de l'association Retour aux sources, un militant dont le parcours interroge le lien entre conscience idéologique et action politique. Mais permettez, avant de le présenter, de prendre la bande justement qui annonce un événement, Kemet Reconnexion, qui se tiendra du 28 février au 10 mars 2026. Et pour ceux qui souhaitent véritablement encore participer à cet événement, à travers les numéros de téléphone qui s'afficheront au bas de cette émission aujourd'hui, vous pouvez justement nous contacter pour l'occasion. Et je rappelle que Kemet Reconnexion est cet événement qui est organisé justement par Kemet Télévision et qui permet aux fils et aux filles d'Africa dissimulés dans le monde, de venir s'initier depuis un retour aux sources ancestrales. Et pour cette édition, beaucoup d'activités au programme, notamment la conférence inaugurale, le baptême Kamit, les enseignements autour du feu tous les soirs, la visite des sites telluriques et surtout le clou avec l'initiation. Nous aurons le Mbok. Et dans le cadre du Mbok, nous allons initier justement à la voyance et à la médecine traditionnelle. Nous aurons également le Fa, nous aurons le Mbon et très certainement le Buiti et même le Movungu. Je rappelle également ici, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, que ce n'est pas le Buiti en soi qui est un problème, mais c'est certains pratiquants qui font du syncrétisme qui nous posent véritablement un problème. Donc, il est possible justement que le Buiti et même le Movungu soient inscrits au programme de cette année. Donc, nous prenons cette bande qui annonce cet événement et juste derrière, je reçois le président de l'association Retour aux sources, Meyenga Mi Eyeka, voilà, c'est le nom que je cherchais. Je le reçois juste après cette bande. À tout de suite, madame, messieurs. Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 28 février au 10 mars 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême Kamit, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience
éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. Retour sur le plateau à travers ces images, vous voyez la démonstration de la spiritualité africaine à travers l'événement Kemet Connexion qui sera rendu à sa 3e édition du 28 février 2026 et ce jusqu'au 10 mars 2026. Président Meyenga Eyeka, OTEP et bienvenue, comment ça va? OTEP, merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui à Kemet TV. Kemet TV qui a toujours soutenu l'association Retour aux Sources. Si Retour aux Sources, c'est parce que quelque part il y a eu Kemet TV. Exactement. Et il était important pour moi de venir à Kemet TV aujourd'hui discuter de ce sujet qui est crucial au vu du climat sociopolitique qui règne non seulement en Afrique, et même dans le monde. Donc, OTEP, à tous les millions de téléspectateurs à travers le monde de Kemet TV, OTEP à tous les frères et sœurs dans la lutte. À tout honneur, tout seigneur, nous allons quand même en 30 secondes parler de l'association Retour aux Sources. C'est quoi l'association Retour aux Sources? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses missions? Ses particularités? Retour aux Sources, c'est une association qui est portée par des jeunes qui ont pris conscience qu'il y a quelque chose à faire. L'association Retour aux Sources cherche à répondre à une question fondamentale. Je ne vais plus à l'église et après. Parce que nous tous, nous prenons souvent conscience, mais à un certain niveau, on ne sait pas où aller. On se retrouve donc dans un carrefour où généralement la majorité se disent « tant mieux, je reste dans ce que je connais déjà ». Parce que c'est bien beau de sortir de l'église, oui, mais après quoi? Mais après quoi? Donc, l'association Retour aux Sources s'est donc engagée dans ce chemin-là parce que nous-mêmes, nous avons pris conscience et dans notre quête, nous avons rencontré des difficultés, mais nous avons aussi également rencontré des personnes qui nous ont tenu la main et nous nous sommes dit, si nous avons rencontré ces difficultés, il faudrait qu'on trace la voie, qu'on trace le chemin pour ceux qui, comme nous également aussi, sont en train de chercher la voie pour qu'ils n'aient plus à tomber dans les erreurs où nous nous sommes tombés, pour qu'ils n'aient plus à avoir les difficultés qui ont été les nôtres. Donc l'association Retour aux Sources est donc une association, un espace de partage culturel qui regroupe les afro-descendants, parce que nous on ne parle pas de tribus, de pays, nous parlons du peuple noir. J'ai voulu dire race, mais je préfère souvent dire peuple. Oui, parce que bon, il n'y a pas de race humaine, il n'y a qu'une espèce humaine avec des phénotypes distincts, pour être bien clair. Donc nous parlons de peuple noir, parce que partout où le noir se trouve, pour le CODEM, c'est un sous-homme. Donc ce combat doit donc intégrer tout ce qui est afro-descendant. Donc où qu'on se trouve, que ce soit au continent, mais en Asie, en Europe, partout où le noir se trouve, même si c'est sur la planète Mars, notre combat le concerne. Donc nous travaillons sur des rencontres thématiques où on se réunit et puis on débat sur des thématiques culturelles. Nous travaillons avec des conférences. D'ailleurs, Kemet TV nous accompagne toujours dans ça. Il y a beaucoup d'images qui sont déjà passées ici. Exactement. Nous avons aussi d'autres activités comme des matchs de football parce que il ne faut pas oublier que le combat que nous menons n'est pas seulement pour nous qui sommes des éveillés. C'est également aussi un combat pour ceux qui sont encore endormis. Il faut donc aller les chercher là où ils se trouvent. Et il faut parler le langage qu'ils parlent. Parce que dans l'imaginaire populaire, quand tu dis je suis traditionnaliste, je suis kamite, il y a une perception. Voilà, automatiquement vous êtes étiqueté sorcier. Il est donc important d'aller donc vers les jeunes pour leur démontrer que non, en fait, nous sommes comme vous. Nous sommes des jeunes comme vous, sauf que nous portons des valeurs autres que celles qui nous ont été enseignées. Ce processus de décolonisation de mentalité-là, donc, c'est dans ça que nous nous engageons. Donc, parce que vous savez,
j'apprécie souvent la fougue des frères dans le combat, mais pour qu'on soit efficient, il faut être stratégique. Ça, c'est très important. Si nous ne sommes pas stratégiques, nous allons encore perdre beaucoup plus de frères. Or, ce que nous faisons, c'est pour nous qui sommes déjà éveillés, mais c'est encore plus pour eux qui ne sont pas encore éveillés. C'est pour cela que nous avons des activités qui sont uniquement pour nous qui sommes déjà éveillés. Par exemple, les rencontres thématiques, parce que là, quand on va parler de certaines choses, il faut avoir une certaine conscience pour ne pas sortir de là un peu crispé ou frustré. Maintenant, il y a aussi des activités grand public. Nous avons aussi des écoles. Il y a notamment l'école de la Renaissance, l'école des cadres. L'école des cadres ici, vous savez, notre combat a un problème. C'est que on n'a pas une véritable formation idéologique. Et le thème d'aujourd'hui tombe à point nommé. Exactement. Parce qu'on voit, on n'a jamais vu un catholique contredire un autre catholique. On n'a jamais vu un imam contredire un autre imam. Mais il est monnaie courante de voir un kamit dire que non. Même s'ils savent qu'ils sont dans le mensonge, mais ils s'accommodent dans ce mensonge-là. Voilà. Donc, dans l'école des cadres, il est donc question pour nous de former donc les gens à l'idéologie, à comment tenir un public en haleine, comment décrypter l'actualité, comment décrypter la géostratégie, comment parler d'économie. Donc, c'est tout un cursus parce que c'est bien d'être initié, c'est bien d'avoir des connaissances ancestrales, mais c'est mieux de pouvoir les adapter au contexte de notre temps. D'accord, c'est très important. Et donc, l'association Retour aux sources allie à la fois le côté intellectuel et même le côté ludique pour permettre de faire un certain rassemblement. Je dis bien, je pèse mes mots, le côté intellectuel qui n'a rien à voir avec les gens qui sont bardés de diplômes et qui se disent intellectuels. Il faut bien faire la différence. Et c'est très important justement ces activités pour intéresser ceux qui ne sont pas encore dans le combat et pourquoi plus tard, n'est-ce pas, les coopter pour nous rejoindre. Il faut dire également que l'association Retour aux sources organise un événement annuel qui est le Nouvel An Kamit et donc nous avons diffusé certaines images ici pour l'édition de 2025 dans certaines de nos émissions. Qu'en est-il? Oui, tout à fait. Vous savez, on ne peut pas dire que nous sommes les civilisateurs du monde et puis on n'est pas les premiers à compter le temps. Ça, c'est l'un des combats que nous avons décidé de porter parce que il y a le nouvel an chinois, il y a le nouvel an, même les berbères, ils ont leur nouvel an, chacun son nouvel an. Mais nous qui sommes la racine de tous ces autres-là, les premiers arrivés sur cette terre, il fallait donc qu'on puisse aussi remonter à la première fois où on a compté le temps. Et il est donc important d'imprimer ça à l'imaginaire populaire, de leur dire qu'attention, nous sommes dans un paradigme qui n'est pas le nôtre. Même compter le temps, nous le faisions. Et il est donc important que chaque année, l'association Retour aux sources fête donc avec face, comme on l'a souvent fait, le nouvel an, parce que on est dans l'optique de décoloniser les mentalités. Et si on ne commence pas par les marqueurs temporels, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Donc c'est pour cela que nous sommes portés garants de porter cette activité-là qui devient déjà une activité phare de l'association parce que généralement, tout le monde demande c'est encore quand, c'est encore quand. Donc, et la particularité, c'est que en attendant que les Kamits s'accordent sur une date, nous avons décidé de ne pas prendre ni l'une ni l'autre parce qu'il y a ce petit conflit là sur les dates entre guillemets. Donc nous on a décidé de ne pas s'accorder sur une date ou l'autre. Nous on choisit souvent un jour entre les deux pour qu'on puisse travailler avec tout le monde parce que l'objectif de l'association c'est l'unité dans la diversité. Exactement. Un message qui était très cher au feu Kwame Nkrumah. Voilà, l'association Retour aux sources qui contribue autant que faire se peut a mené également ce combat-là pour la renaissance africaine et c'est très important, nous en avons besoin. Alors, comment faire pour adhérer à l'association Retour aux sources? Est-ce que c'est seulement pour ceux qui sont
ici au Cameroun, parce qu'il faut dire que le siège est ici à Yaoundé au Cameroun, ou alors ça concerne même également les afro-descendants, ceux qui sont, n'est-ce pas, du côté de la diaspora? L'association Retour aux sources est ouverte à tous les afro-descendants. Il suffit déjà qu'on soit afro-descendant et on est déjà admissible à l'association Retour aux sources. Vous pouvez nous contacter via Facebook, Retour aux sources, ou vous pouvez nous contacter sur X, vous pouvez nous contacter sur TikTok. Donc, nous sommes sur WhatsApp également. Mais une fois que vous avez écrit... Et même sur Telegram. Et même sur Telegram. Donc, une fois que vous avez écrit sur Facebook que vous voulez adhérer à l'association, on va vous rediriger directement sur soit Telegram, soit WhatsApp. Et puis, vous pourrez participer aux échanges et vous pourrez participer à tous les projets de l'association que vous voudrez bien soutenir. Voilà, c'est très important. Il s'appelle Meyanga Mi Eyeka, jeune président de l'association Retour aux sources, avec tous les membres, n'est-ce pas, qui sont très dynamiques dans le travail qu'ils font. Et c'est l'occasion pour moi de les saluer et de leur tirer un coup de chapeau. Nous travaillons ensemble depuis belle lurette, mais c'est aujourd'hui que tu as l'occasion et l'opportunité d'être à Kemet Télévision. Ça veut tout simplement dire que les signes sont alignés pour que nous soyons ensemble sur le plateau aujourd'hui, n'est-ce pas, pour décortiquer cette thématique et dont je le rappelle, la kémétude comme socle idéologique du militantisme politique africain. C'est une thématique très forte et qui, je l'espère, à travers nos développements, permettront d'édifier davantage ceux-là même qui se posent encore des questions sur la situation géopolitique dans le monde aujourd'hui et même sur le combat qu'amène de façon générale. Alors, frère, je commence par cette première question. Quand on parle de kémétude comme science et état d'esprit, quelles en sont selon toi les lois fondamentales et en quoi se distinguent-elles clairement d'une religion ou d'un système de croyance? Vous savez, quand on parle de kémétude ici, il faut déjà savoir que c'est un état d'esprit. Ça veut dire qu'on parle de l'essence même de l'Africain, des valeurs qui font l'Africain. Et ces valeurs, c'est la recherche perpétuelle de la vérité, c'est la justice. Et ce sont ces valeurs-là que nos ancêtres ont toujours utilisées pour réguler la société. Parce que quand on parle de politique, il faut savoir que la politique, c'est l'art de gérer la cité, de façon simple. Donc, et nous avions nos façons de gérer la cité avant qu'on vienne nous imposer ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, à ce niveau, donc, on est toujours dans la recherche de l'harmonie. Vous allez voir que même dans nos villages, quand on règle un souci, personne n'a raison, personne n'a tort. On s'assoit, chacun s'exprime, et puis on juge chacun à son niveau. On va dire, oui, vraiment, Nyamsi, tu es l'aîné, et tu as une responsabilité vis-à-vis du petit. Donc, par conséquent, il faut savoir qu'il y a une conduite à tenir, mais le petit, même si Nyamsi t'a fait quoi, il demeure ton aîné. Donc, tu n'as pas raison. On n'accuse pas implicitement le grand frère devant le petit frère pour créer une certaine frustration. Voilà, donc ça fait donc que cette façon-là, ça rétablit une fois l'harmonie. Ça fait que chacun s'en va, sachant que oui, vraiment, j'ai dérangé à un certain niveau. Et il faudrait que dorénavant, on puisse voir comment s'accorder. Donc, et ça, c'est la politique. Ça, c'est la politique. Ça, c'est notre système politique. Donc, ici, je m'inscris en droite ligne avec Cheikh Anta Diop qui dit que la vraie connaissance est celle qui participe à l'identité culturelle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés par des lois qui sont venues d'ailleurs. Où on voit un beau-fils aller porter plainte à son beau-père. Vous voyez donc que nous sommes acculturés. Et ça fait donc qu'au niveau politique, on a les dérives que nous avons aujourd'hui. Donc, il est important que la kémétude revienne donc par rapport à ces valeurs dont nous venons de citer. On n'a pas été exhaustif, mais c'est le peu de valeurs qu'on pouvait
Donc, c'est les valeurs cardinales, en fait. C'est ces valeurs cardinales-là qu'on a eu à ébaucher tout à l'heure. D'accord. Alors, peut-on dire que l'échec des récurrents des luttes politiques africaines est d'abord un échec idéologique lié à l'absence justement d'un socle de pensée promptement africain? Tout à fait. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous savez, vous ne pouvez pas aller en guerre avec les armes que l'autre a fabriquées pour vous. Malcolm X disait que lorsque votre ennemi éduque vos enfants, mais on connaît tout ce qui advient. Moi, je ne vais jamais éduquer les enfants de mon ennemi à me détester. Au contraire, je les éduque pour qu'ils soient des traîtres. Et c'est ça le souci que nous avons eu. Nous avons eu nos pères qui se sont engagés dans des luttes qui étaient nos. Mais ces luttes étaient adossées à des valeurs qui n'étaient pas les nôtres. Ce qui a donc conduit à un déphasage total avec la base militante. Déjà, vous savez qu'à l'époque, il y avait ce qu'ils appelaient les évolués. Ils ont même créé un truc qu'ils ont appelé la bourse. Où on cooptait, c'était pour aller formater l'élite. Aujourd'hui, ça continue. Moi, je travaille avec beaucoup de jeunes qui sont des intellectuels. Quand ils sont ici, ils sont très brillants. Ils obtiennent des bourses, ils s'en vont. 1 mois, 2 mois plus tard, quand vous regardez les statuts, vous voyez les publications, vous voyez que le frère a subi un formatage. Son discours a changé. Il parle de l'Afrique comme si... Donc, et c'est un système qu'ils ont bien pensé. Lorsque nous sortions donc de ces écoles-là, on venait, on parlait de démocratie, on parlait. Mais est-ce que la démocratie dont on venait parler, pour laquelle on venait lutter, était vraiment ce qu'il fallait au peuple pour lequel on luttait? Justement. Donc, vous voyez donc à ce niveau, nous n'avons pas eu une idéologie propre. Parce que même le panafricanisme, je sais que les gens vont retoquer en disant, mais oui, il y a eu le panafricanisme. C'était une très bonne chose. Mais sauf que le panafricanisme a eu ses limites. Je vais le dire sans détour. On peut être panafricain et être franc-maçon. Bien sûr. On peut être panafricain et être chrétien ou même homosexuel, musulman, chrétien. Avec vous voyez que ça fait un melting pot idéologique. Ça fait qu'à un moment donné, lorsque moi je vais dire que non, allons faire nos rites et coutumes, le musulman, le chrétien va dire non, vraiment ces choses-là, il faut qu'on soit en droite ligne avec Allah et tout. Ça crée un problème. Et maintenant, l'autre va dire non, il y a déjà trop de musulmans représentés, il faut qu'on essaie d'équilibrer. Or là, nous devons être... est-ce que le peuple se reconnaît dans ce qu'on fait? Est-ce que ce qu'on fait évoluer le peuple d'un pas, d'un iota, ou alors de 2 kilomètres? C'est où on devait aller. Donc ça fait donc on a eu des aînés qui sont venus, ils étaient socialistes, ils étaient comment on appelle, communistes. Mais tout ça, ils ont pensé leurs idéologies pour eux. Et lorsqu'on vient les dupliquer ici, on ne se libère pas. On change juste de maître. Si nous avions donc eu une idéologie propre, pas forcément pour l'imposer au monde, mais pour l'appliquer pour nous, comme la Chine a fait chez elle, on ne va pas dire qu'on va fonctionner en vase clos. Oui, on peut piocher d'ici là ce qui est bien. Mais dans l'optique de libérer totalement le peuple. Donc c'est à ce niveau que l'idéologie avec laquelle on a engagé les luttes et tout, ça n'a pas pu marcher. Parce que c'est comme si on construit un immeuble et puis la fondation, on fait avec de la boue. À un moment donné, ça va grandir, ça sera très beau. Mais la fondation, la base va lâcher. Et la logique est claire. Il y aurait effritement. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu la fin de tous ces grands leaders, les Kwame Nkrumah,
les Thomas Sankara, Marcus Garvey, tous ces gens-là. Parce que justement, on a même des gens qui, à un moment donné, étaient avec eux, et puis le temps d'après, étaient derrière, avec le camp d'en face. Parce que justement, il y avait un problème idéologique. Il y avait une formation idéologique propre à l'Africain. Donc, c'est ça qui a donc conduit à ce qu'on en arrive donc à ces différents échecs que nous avons aujourd'hui. Oui, parce que vous savez, je m'en voudrais de sortir sans citer France Fanon, parce que sa citation s'y est totalement, et que chaque génération a l'obligation de découvrir dans une réelle opacité, je paraphrase, hein, sa mission. Ou de la trahir. Voilà, la réaliser ou la trahir. Maintenant, est-ce que les générations passées ont découvert leur mission? Certainement, ils se disaient bien faire. Aujourd'hui, nous devons apprendre des échecs qu'ils ont eu pour pouvoir donc se dire oui, ils ont fait, parce qu'on ne va pas cracher dessus, ils ont travaillé énormément. Maintenant, on a constaté qu'il y a eu échec à tel niveau, tel niveau, tel niveau. On reprend donc la lutte à ce niveau et on active donc le flambeau. D'accord, je vais rester sur la rupture avec les modèles importés. Ce militantisme politique africain s'appuie encore largement sur les idéologies importées. Tu as parlé du panafricanisme tout à l'heure. En quoi est-ce que ces cadres de pensée sont-ils, une fois de plus, incompatibles avec les réalités africaines profondes? Est-ce qu'en restant essentiellement dans la kémitude, c'est-à-dire cette idéologie-là qui est propre à nous, est-ce que nous ne serons pas en retard sur l'évolution du monde, sur le modernisme? Ces éléments-là, je les mets entre parenthèses parce que le modernisme ou alors l'évolutionnisme pour les autres ne cadre forcément pas avec le contexte dans lequel nous sommes. Et nous évoluons. Mais mon frère Nyamsi, qu'est-ce qu'on appelle modernisme? Qu'est-ce qu'on appelle évolution? Ce n'est pas un secret pour vous. Il y a des opérations qui se font dans nos brousses crâniennes à ciel ouvert. J'ai discuté avec un jeune frère aujourd'hui au Canada. Il est au CUS ici à Yaoundé. Il vient me voir et me dit, bon, dans votre médecine traditionnelle là, qu'est-ce qui peut, on peut arranger avec la médecine moderne? Je lui ai dit, mais qu'est-ce que toi tu m'appelles moderne? Nous, on fait des opérations du cerveau, on enlève une tumeur, on referme, il n'y a pas de cicatrice. Vous, avec les lasers, il y a même toujours la cicatrice. Qui est donc moderne, qui n'est pas moderne. Donc, nous ne devons pas être... Et même la césarienne, hein, parce qu'il faut toujours le dire. Le docteur Felking, c'est un Anglais qui est venu avec 14 de ses collaborateurs dans le Banyoro en Afrique de l'Ouest, apprendre à faire la césarienne, parce que lorsqu'on faisait la césarienne en Afrique, on avait 100% de réussite. Or, les Occidentaux, les Européens ne réussissaient pas encore la césarienne. Ils sont venus apprendre en Afrique. Une fois qu'ils sont rentrés, ils ont commencé à réussir les césariennes. Et une fois la blessure cicatrisée, il n'y avait justement pas de traces. C'est très important de le dire. Oui. Aujourd'hui, on parle même de physique quantique. Voilà. Mais nous qui faisons les villages, qui côtoyons des savants, on sait que c'est un jeu pour eux. Un jeu pour eux. Donc, j'étais donc en train de dire que nous devons penser le monde pour nous. Nous ne devons pas penser le monde pour les autres. Qu'est-ce qui est bien pour nous? Nous devons avoir nos propres noms. C'est où l'Afrique doit partir. Arrêtons de nous embarrasser des autres et ne s'embarrassent pas de nous. Nous devons penser le monde uniquement pour nous. Qu'est-ce qui est bien pour l'Africain? Qu'est-ce qui est bien pour l'Afrique dans 100 ans, dans 50 ans? Qu'est-ce qui est bien pour l'Afrique aujourd'hui? Donc, même les idéologies qu'on conçoit, ça doit être la même chose. Les idéologies que les autres utilisent aujourd'hui, c'est leurs penseurs qui les ont conçues. C'est pour cela que, au niveau de l'association Retour aux Sources, on a un laboratoire où on pense et on conçoit. On est en train de travailler dessus justement. C'est un laboratoire de technologie et de sciences endogènes.
Parce qu'il faut apporter des solutions africaines aux problèmes africains. Justement, j'allais poser la question de savoir, est-ce que nous avons donc la capacité de le faire? C'est vrai que à travers Kemet Télévision, les émissions que nous faisons, à travers le travail également de retour aux sources, est-ce que c'est suffisant pour véritablement se réinventer et faire face, n'est-ce pas, à ce système qui est très 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 puissant et qui continue de nous aliéner davantage? Pour déplacer une grande montagne, il faut commencer par déplacer des petites pierres. Ça, c'est important de le noter. Donc, chaque petite action que nous menons à sa place et fait évoluer. Même si le gap tout de suite n'est pas très important, mais au fur et à mesure, justement. Ça évolue. Donc, et l'oppresseur n'a de pouvoir que celui que lui donne l'oppressé, l'opprimé. Donc, il faudrait pas Le menteur ne vit qu'au départ de celui qui l'écoute. Voilà. Donc, il faudrait pas qu'on se résigne et qu'on se dise vraiment non, les grandes puissances et tout. Non. Nous devons... Qui vous dit qu'on n'a pas de quoi les challenger? C'est parce que nous sommes dans un système de pensée qui est propre à eux. Où on vous dit que non, il y a les armes conventionnelles, il y a les armes non conventionnelles. Qu'est-ce qu'une arme? Une arme, c'est une arme. Et qui fait d'une arme conventionnelle et d'autres pas. Voilà. Donc, on va vous dire que non, ça c'est la sorcellerie. Je prends un cas simple. Si on veut par exemple communiquer, je peux vous dire, prenez un morceau de miroir, quand vous voulez m'appeler, vous crachez 3 fois sur le morceau de miroir et puis vous prononcez mon nom. Vous le faites et puis j'apparais sur le miroir. On parle comme nous sommes en train de parler. C'est pas un appel vidéo. C'est un appel vidéo. Mais sauf que on va te dire non, ça ne respecte pas la norme, il faut. Parce que pour produire un téléphone comme celui-ci, on a dû tuer combien de personnes, on a détruit combien d'hectares, on a pollué combien de lacs, on a pollué combien de cours d'eau, combien de nappes phréatiques ont été endommagées. Et au-delà de ça, le téléphone même contient des ondes électromagnétiques qui contribuent à détruire, n'est-ce pas, le cerveau. Vous voyez donc à ce niveau, si nous on pense dans le développement non pour nous, déjà d'abord on ne va pas payer la connexion. On ne va pas charger le miroir. Donc le courant, la facture d'électricité, ça baisse. C'est comme ça qu'on doit penser le développement. C'est simple. Une famille s'achète juste un miroir, ils vont chez un initié. On trace chacun son bout de miroir. Et puis ils ont les arcanes et puis on dit voilà, quand vous voulez communiquer, vous faites comme ça. Et c'est bon. C'est les appels vidéo par miroir. Voilà. Donc vous voyez que il faut qu'on repense notre monde. On ne doit pas avoir honte de ça. L'Inde l'a compris. L'Inde a commencé à penser le développement en fonction des réalités socio-culturelles de l'Inde. Exactement. Aujourd'hui, on voit où l'Inde en est. Le problème que nous avons, c'est que on se dit, déjà d'abord, il faut qu'on sorte de cette pensée-là. On a des grands penseurs, on en a eu et on en aura encore. Exactement. L'Afrique a juste besoin d'être libérée pour que la pensée s'exprime. Même les chercheurs, il y a des gens qui font des découvertes extraordinaires. Mais comme nous ne sommes pas gouvernés par un système qui permet que nous puissions nous développer, que nous puissions nous assumer d'abord, parce que c'est un problème à ce niveau aussi. Il faut qu'on se décomplexe de certaines choses. L'Afrique doit se décomplexer vis-à-vis de certaines choses. Vous voyez, on produit normes européennes. Est-ce qu'on doit produire pour les gens? On doit produire pour nous. Et maintenant, l'excédent, quand on a déjà assez, on pense donc aux autres. Mais nous, on est dans l'optique de penser d'abord à l'autre avant de penser à nous. Même tout ce qu'on produit, on produit seulement pour l'extérieur. C'est pas bon. Donc, même la pensée, on produit pour s'exporter. Donc, ça fait qu'on est donc resté dans l'optique où le colon est venu former juste des interprètes pour l'aider à accomplir X ou Y choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même ceux qui nous gouvernent ne font qu'aider à ce qu'on soit toujours pillé. Nous n'avons pas un problème de pauvreté. Nous avons un problème de malgouvernance. Le Burkina Faso nous parle aujourd'hui. Ils sont en guerre, mais regardez ce qu'ils réalisent. En 4 ans seulement, hein, c'est énorme. Donc, c'est pour vous dire que
on n'a pas besoin d'assez de temps pour pouvoir revenir sur la scène du monde. On a juste besoin de dirigeants consciencieux. J'ai pour coutume de dire, je l'avais pris chez Correggio Misidombia. Misia Doumbia, Oui, un aîné que j'admire beaucoup, qui est au Mali. qui passe dans cette émission Sagesse Kamit, ici à Kemet TV justement. Voilà. Donc, il a pour coutume de dire l'Afrique est orpheline de leadership. Et je suis tout à fait en phase avec lui à ce niveau. Vous voyez comment nos leaders, qu'ils soient politiques, intellectuels et tout, comment ils font la lèche un peu partout. Excusez-moi l'expression. Non, c'est sans filtre, hein, vraiment, c'est sans Donc- filtre quand on veut parler de l'Afrique. Donc, c'est à ce niveau. Si nous avions un leadership sérieux, des gens qui disent oui, on veut faire, on voit, voici là on va, voici. Je vous assure, en un laps de temps, à un maximum 5 ans, on ne parle plus de pauvreté. D'accord, frère. Est-ce que adopter la kémitude justement comme socle idéologique est une simple réappropriation culturelle ou une rupture radicale avec la manière actuelle de faire la politique en Afrique? Déjà, je profite de cette émission pour répondre à nos milliers d'internautes qui nous ont beaucoup écrit pendant la présidentielle au Cameroun. Quand on a vu des chefs traditionnels, vous savez que Retour aux Sources travaille beaucoup avec les chefs traditionnels, avec les initiés. Donc, quand on a vu beaucoup d'entre eux, soit être très actifs dans la campagne, soit aller au palais apporter leur soutien Justement au président sortant, au président donc sortant. c'est-à-dire être partisan. On est venu nous écrire non, comment il faut prendre position et tout. Déjà, nous sommes en politique. Ça, c'est une première chose qu'il faut noter. La deuxième chose, c'est que nous sommes antidémocratiques. Ça, c'est une deuxième chose qu'il faut noter. Je tenais à dire ça pour répondre à la question parce que quand je dis ça, vous voyez que nous sommes en rupture. Nous sommes en rupture avec la façon de faire. On a dépensé combien pour l'élection présidentielle au Cameroun, officiellement? Une cinquantaine de milliards. Est-ce que ça ne pouvait pas créer une usine qui devait employer au bas mot 1000 Camerounais? Vous voyez qu'à ce niveau, nous, on ne peut pas encourager cette façon de faire. Parce qu'on veut juste adouber une classe de personnes et dire que oui, ils ont maintenant la légitimité de continuer à piller ou bien de commencer à piller. Parce que même ceux qui veulent enlever ceux qui sont là, c'est parce qu'ils veulent juste venir faire ce que les autres font. Personne ne veut venir parce qu'il veut véritablement que les choses changent. Tout le monde veut juste avoir son tour à la table. Surtout que dans leur discours de campagne, on n'a véritablement vu aucun candidat qui parle de la renaissance. Ils ne peuvent pas parler de la renaissance. Parce qu'ils sont dans des cercles de pensée qui leur imposent de ne pas penser à nous. D'ailleurs, vous voyez que lorsqu'ils battent campagne, ils font toujours référence à l'Occident. Quand ils veulent même contester une élection qui nous concerne, nous, il faut toujours faire appel aux gens. Est-ce que nous, on va souvent... Je me souviens d'une élection contestée de Sarkozy en France. Est-ce que nous sommes allés là-bas dire qu'il faut qu'on recompte les voix? Nous ne sommes pas allés là-bas. Et il n'y a aucune élection en Occident où il y a des observateurs africains qui y vont. Mais toujours ici, là, nous avons les observateurs occidentaux qui viennent observer quoi, je ne sais pas trop. Donc, et à ce niveau, il faut que on soit dans une rupture. Mon approche personnelle, et c'est cette approche-là que l'association prône, c'est qu'on doit revenir à un système théocratique. Parce que c'est le système théocratique qui a toujours été notre système de gouvernance. Quand on commence à l'Égypte, vous voyez que le pharaon, c'est le roi Dieu. C'est lui l'interface entre Dieu et nous. On revient aux empires du Moyen-Âge là.
on retrouve toujours le même système. On laisse même les empires qui ont été détruits. On arrive maintenant aux chefferies même actuelles. C'est le même système. Et là, on a à la fois une légitimité populaire et une légitimité spirituelle. Vous voyez à ce niveau, et les élections ne peuvent pas être truquées, même s'ils le font déjà aujourd'hui, parce qu'il y a eu trop de corruption aussi. Exactement. Mais sauf qu'il y avait des mécanismes qui faisaient que, on dit, ok, si c'est toi le chef, il n'y a pas de problème. Voilà la canne. Toi-même, entre, tu prends la canne, tu ressors nous montrer comme c'est toi le chef. Lorsque c'est pas toi, tu vas là-bas, tu ramasses la canne, tu cales, tu ressors plus. Combien d'opposants vont encore venir discuter le pouvoir après ça? Combien de morts on aura encore? Sauf toi, l'usurpateur qui va mourir. Vous voyez qu'à ce niveau, on résout beaucoup de problèmes. Dès lors qu'on économise en temps, en énergie et en argent, nous ne pouvons pas être des pays dits pauvres et être encore en train de gaspiller autant d'argent pour des choses qui ne conquièrent pas à notre développement. Donc, et même pour être ministre, c'est simple. On vient avec le fétiche, on pose là. Je vais être ministre, ok, d'accord. Je vais travailler uniquement pour le bien du peuple. Si jamais il arrive que je pille les caisses de l'État, je fais du népotisme, je fais du tribalisme, j'attribue des marchés aux petits copains, que moi s'en suive. Je vous assure, comme on est en train d'attendre le remaniement avec... personne ne devait être en train d'attendre le remaniement avec insistance comme ça. Vous devrez voir des gens qui vous disent que je ne veux pas être ministre. Et vous devrez donc voir des gens qui viennent et qui travaillent véritablement. Donc voilà comment on peut réguler notre société. Avec ce système-là, je vous assure, en 5 ans, on va dire que voilà les gens qui étaient derniers de la classe pour parler comme ça, on ne va pas accepter. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on fait comme si on nous enseigne l'urbanisme. L'Empire du Bénin, hier là, il y avait des rues de 40 mètres. Une ville bien tracée, avec la plus grande muraille qui n'ait jamais existé, plus grande que la muraille de Chine. Les Anglais sont venus, jaloux comme ils ont tout bombardé pour faire disparaître notre histoire. Donc c'est ça, le drame de l'Africain, c'est que l'Africain a oublié qui il était avant la colonisation. Avant ces chocs civilisationnels-là, on a oublié qui nous étions. Et c'est pour cela que le travail que nous faisons est très important. Ça peut choquer, mais ça porte ses fruits. Donc, il est donc important que les Africains... Et il y a une actualité, je m'en voudrais de sortir sans parler de cette actualité. Vous voyez ce que subissent les traditionalistes au Gabon. C'est une interpellation que je tenais à faire aujourd'hui à Kemet TV. Et ça tombe à point. Si vous l'avez bien dit que les étoiles sont alignées, donc ma venue n'était pas fortuite. Exactement. Ils ont fini le président des rites, le grand frère Ndongo. Ils ont fini de faire des rites d'intronisation au président gabonais. Aujourd'hui, c'est le même gouvernement gabonais qui le prend et l'enferme. Le grand frère Dokira. Et aujourd'hui, il se retrouve enfermé. Quel que soit ce qu'il est reproché, il y a des façons de gérer ces choses. Vous comprenez que, parce que celui qui est là n'est rien avec nous. Et c'est ça, je profite pour faire une exhortation. Parce que vous voyez les élections municipales qui arrivent. Ils viendront encore nous voir dans nos villages, dans nos forêts, dans nos vieilles cases, pour pouvoir être élus. Une fois qu'ils sont élus, qu'est-ce qu'ils font de tous ces arcanes, de tous ces rituels qu'on leur a fait? La première chose, c'est qu'ils inscrivent des messes d'action de grâce. C'est pour cela que je parlais de la formation idéologique. C'est pour cela que je parlais de l'école des cadres. Ils vont aller dire merci à tel pasteur, aller dire. Or, dans la nuit, quand on a fait ce qu'on a fait, parfois à la rivière, parfois, moi j'en connais, on en rencontre un peu partout. Le lendemain, quand la solution est déjà là, quand il a eu le poste qu'il voulait, ou quand le problème qu'il est venu éteindre s'est éteint,
On le voit à l'église, une messe d'action de grâce, il verse des millions. Donc, il est très important que Et c'est très fréquent au Gabon, justement, parce que même le grand frère Ndjibokas a pratiquement fait 1 an et demi de prison au Gabon, parce qu'on l'accusait même de cannibales qui mangeaient les gens. J'ai été très ému lorsqu'à l'investiture du président Brice Oligui Nguema, on a commencé par une prière kamite avec en fond sonore la harpe du Buti. C'était très émouvant. Mais c'est quand même surprenant que quelques temps après, c'est ces mêmes traditionnalistes-là qui sont poursuivis. C'est quand même incroyable. vous faites bien de relever le cas de Sa Majesté, qui est un père pour moi. Donc, je salue d'ailleurs la mémoire ici, avec le travail qu'il a bas. Vous savez qu'il a mis sur pied un temple à Yaoundé où des gens peuvent aller faire des rites. C'est un courage, parce qu'on connaît beaucoup qui ne s'assument pas, qui ne peuvent même pas prendre l'argent et mettre sur pied un édifice où il dit que bon, ok, nous sommes acculés et tout, les villages sont loin, mais voici un endroit où vous pouvez venir, vous accomplissez vos rites sans gêne, sans être jugé. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Parce que nous avons pour coutume de toujours parler des gens lorsqu'ils font mal, de toujours pointer les gens du doigt lorsqu'ils font mal. Il est bien aussi que lorsque quelqu'un fait quelque chose qui est important pour la société, qu'on puisse le dire, surtout quand il est encore vivant. Rendre hommage vivant. Et Voilà. c'est un très grand temple d'ailleurs. Et ce 31 décembre, selon le calendrier grégorien, il a fait un très 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 grand rite. Et tous les dimanches, justement, il a des enseignements qu'il donne aux Africains concernant justement la renaissance africaine. Et c'est à saluer. Tout à fait. Donc, vous voyez donc que Oligui Nguema s'inscrit donc dans la continuité. C'est un lieu d'espoir, pour moi en premier lieu. Mais on a compris, vous savez, vous pouvez faire semblant pendant un temps, mais vous ne pouvez pas faire semblant Tout le temps. Moi, j'ai salué son arrivée. J'étais très heureux. Mais le temps nous a désillusionnés. On comprend donc que on ne doit plus faire confiance aux gens qui ne sont pas de chez nous. Il faut que les traditionalistes, les détenteurs des savoir-faire immatériels, qu'ils cessent. Moi, je ne comprends pas parce que j'ai déjà eu ce débat, parfois de façon très virulente, avec eux. Je ne comprends pas parce qu'il y a des arguments du genre non, il faut accompagner, il faut. Non, vous savez, nos propres gens même ne viennent pas nous voir et tout. Non. Voilà donc ce qui arrive quand on donne donc du pouvoir aux gens qui sont contre nous. Il fait son job. Il répond aux ordres de Paris. Vous pensez que l'Occident, sachant que nos traditions ont des armes capables de frapper n'importe qui, n'importe où, vont accepter qu'on les mette en avant comme ça pour que des jeunes puissent s'émanciper? Si on dit aujourd'hui qu'on veut une arme, je vous assure, à moins de 10 minutes, on aurait une arme qui peut frapper même à New York. Bien sûr. Ça existe. Mais c'est juste qu'on nous a dit que ces gens-là, c'est des sorciers. Pourtant, c'est la science. C'est de la science. Je vais vous dire, parce que nous sommes à Kemet TV, on est là pour édifier Exactement. les Kamites, ceux qui ont choisi ce chemin. Il y a des gens dans ce pays qui sont des ingénieurs en aéronautique en Allemagne. Mais chaque matin se réveille dans sa vieille case au village. Il va au champ avec vous. Mais on vous dit que ce monsieur, tout le monde connaît le gardien de but, Ondoa, qui a été avec le Cameroun à la CAN 2017. Il a Sacré gagné. champion, oui. Dans son village est à quelques encablures d'ici de Yaoundé, il y avait un monsieur, les Blancs sont arrivés,
le cherchant jusqu'à arriver chez lui, dit qu'il a atterri en France avec une technologie qu'ils n'ont jamais eue. Donc, c'était la première fois qu'ils voyaient un jet pareil. Histoire vérifiée. Histoire vérifiée, je donne le nom. Le village s'appelle Mvoko. C'est ici après Nkwabang. Dès que vous êtes à Hawaï là, c'est là-bas. Vérifiable et vérifié. Nous parlons avec des preuves. Grand frère, vous savez que nous avons déjà roulé la bourse dans ce combat. Exactement. Même si nous travaillons en sous-marin, nous travaillons. C'est pour cela que même à chaque fois, je vous disais toujours non, le temps de venir à Kemet va arriver. Donc, vous voyez, on a des gens comme ça, on a des choses comme ça. Vous croyez qu'on dit Silicon Valley, c'est quoi? Quand on dit que c'est un surdoué, c'est quoi? Mais c'est ce que nous on appelle ici sorcier. Exactement. C'est quelqu'un qui a une perception sensorielle avancée. Et on en trouve donc à foison, vu que déjà, pour la plupart de nos frères disent que tous nos villages sont sorciers. Vous comprenez donc que tous nos villages sont des laboratoires scientifiques. Exactement. Et donc, la kémétude comme socle idéologique doit être aujourd'hui aux antipodes de la façon de faire la politique aujourd'hui en Afrique et beaucoup d'autres faits. Par exemple, le football. Sur ma page Facebook Nyamsi Yomba, j'ai dit arrêtez la distraction. Le football n'a jamais développé un pays. Les gens m'ont insulté. À tort ou à raison. C'est à savoir. Parce que pour moi, en réalité, lorsque une équipe comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, remporte une Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce que ça apporte dans le quotidien de l'Ivoirien ou du Camerounais qui souffre tous les jours? Je ne refuse pas que ça peut être une distraction. Mais lorsque on introduit ça dans un programme politique au point de dépenser beaucoup d'argent pour la participation d'une équipe à une compétition, pour moi, ça me pose un problème. Les autorités gabonaises ont dissous l'équipe nationale, tout simplement parce qu'ils se disent que comment est-ce qu'on peut dépenser autant d'argent, mais qu'à la fin, ça n'apporte rien. Les gens m'ont insulté. Bon, mais je comprends. C'est leur droit de le faire. Mais lorsqu'on entre au fond, tant que ça ne nous apporte pas, tant sur le plan matériel, sur le plan du développement et sur le plan vital, parce que les Camerounais souffrent. Il y en a qui sont en prison après les violences post-électorales. Parfois pour rien, tout simplement parce qu'ils ont supporté un candidat qui n'est pas celui que l'État ou alors le gouvernement a choisi et se retrouvent en prison. Et qu'on soit en train de crier comme des aliénés autour des gens qui courent derrière une balle en cuir, pour moi, ça me pose un problème. C'est moi, Nyamsi, qui le dit. Les autres peuvent le percevoir autrement, mais moi, je ne pense pas que ça apporte quelque chose. Peut-être pour les pays qui se disent développés aujourd'hui. Mais nous avons encore des gens qui n'arrivent pas à manger une fois par jour. Et lorsqu'on va finir de crier et remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, ça va pour autant changer le conditionnement de ces gens-là. Moi, ça me pose un problème. Donc, la kémitude comme socle idéologique doit être aux antipodes justement de la façon de faire la politique aujourd'hui qui n'a absolument rien à voir avec le contexte socio-culturel dans lequel nous sommes résidents. Tout à fait. Vous allez voir que prenez n'importe quel pays africain. Pour faire de la politique, il faut être un bon menteur. Il faut être un bon menteur. La politique, au lieu de rassembler, est un outil par excellence de division. Vous savez, tant qu'il n'y a pas d'élection en vue, on ne questionne pas les origines des uns et des autres. Tant qu'on ne prétend pas à un poste, on ne questionne pas les origines. Mais une fois qu'il y a déjà une élection en vue, on va commencer à questionner déjà vos origines.
Il y a un artiste burkinabé qui avait fait une très belle chanson. Je conseille d'ailleurs aux gens d'aller la regarder. Smarty, il chantait le chapeau du chef. Cette chanson reste d'actualité. Elle est même prophétique quand on regarde la scène politique africaine. Je conseille vivement tout le monde d'aller l'écouter. Donc, vous voyez que nous sommes dans l'unité, la mahat, la justice, la vérité. Vous voyez. Donc, l'unité, justice, vérité. C'est la politique. D'ailleurs, dans l'imagerie populaire, quand on veut dire que vous êtes un bon menteur, on dit que c'est un politicien. Voilà, justement. Ou bien quand on veut vous dire que vous êtes en train de faire du fond, on dit qu'il fait de la politique. Donc, vous voyez que cette façon de faire là, on doit sortir de là, on doit être dans une rupture totale. Parce que si on travaille pour le bien-être du peuple, on n'a pas besoin de venir lui mentir. On n'a pas besoin de signer des accords dans son dos, dire une chose à midi, faire une autre à 13h et à 15h, déclarer une autre. Donc, à mon sens, nous devons sortir. Peut-être on dira c'est de l'angélisme. Non. Chaque peuple a ses valeurs. Chaque peuple a sa vision du monde. Chaque peuple a ses idéaux. Il est donc important. Chaque peuple a sa vision du monde, Chaque peuple a sa vision a sa du façon monde. de faire la politique et, Voilà. et par ricochet, sa démocratie. Il est donc important, comme le dit la devise de l'association Retour aux sources, que chaque Chacun. arbre se développe à partir de ses propres racines. Vous savez, même les plantes parasites, le gui. Moi, je suis un agriculteur dans une autre vie. Donc, le gui, même lorsqu'il s'implante sur une autre plante, il enfonce quand même des racines pour pouvoir sucer la substance de la plante haute. Aucune plante ne peut vivre sans ses racines. Exactement. Même les plantes parasites le font. Donc, il est donc important que l'Afrique aujourd'hui aussi commence à se développer, à s'écrire À partir de ses à partir propres... de ses propres réalités. On va davantage creuser là-dessus, notamment sur la responsabilité du militant kamit. Si la kémitude est un état d'esprit, comme on l'a dit tantôt, quelle exigence éthique impose-t-elle aux militants politiques africains dans sa vie personnelle et dans son action publique? Je vais le dire aujourd'hui, c'est peut-être un secret pour beaucoup. J'ai été un dirigeant politique de l'opposition dans ce pays. Et j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que je voulais être en droite ligne avec les idéaux que je défends. Et le fait me permettait d'être en phase avec ma conscience. Et c'est désolant de souvent voir des frères kamit se battre pour des candidats qui n'ont rien de kamit. Donc il faut dire des faux kamits, parce qu'un vrai kamit qui sait ce que c'est que la kémitude ne peut pas s'engager dans ce genre de choses. Parce qu'il pullule là sur les réseaux sociaux et autres, des faux kamits. Donc, et un est venu m'interpeller par rapport à un opposant à l'élection camerounaise. Il lui a dit, lui, il a quoi de kamit? Il ne défend pas la même idéologie que moi. Le monde fonctionne par affinité idéologique. Les rapprochements se font par affinité idéologique. Donc, nous, on se retrouve donc à soutenir des gens qui n'ont pas la même idéologie que nous. La conséquence, c'est ce qu'on a donc au Gabon. Au Cameroun, peut-être parce que, bon, Paul Biya, lui, il est doux, il est salé. Mais, est-ce que le même traitement, parce que nous sommes dans un état laïque, la constitution du Cameroun, dans son préambule, consacre la laïcité.
Mais est-ce que dans le traitement, il y a vraiment de la laïcité? Pas du tout. On donne des milliards chaque année pour le Hajj. Est-ce qu'on a déjà donné des milliards pour dire que bon, on va organiser aussi un festival ici? Tous les pèlerins, on va donner des milliards. Ça, Comme nous sommes en train de travailler sur le projet d'organiser un festival Kamit, est-ce que le gouvernement camerounais, alors l'État, pourra donc nous subventionner pour la réalisation de cet événement, de ce festival? Vous voyez donc que nous sommes dans le deux poids, deux mesures. Or, en réalité, c'est nous qui les soutenons, eux. S'ils sont là, je parle devant le monde entier, ils le savent. Pour la plupart qui sont là. Ils sont là parce que nous sommes. Donc, aujourd'hui, donc, il faut que nous sachions que c'est nous qui les faisons. Et on doit donc arrêter de faire des gens qui ne font pas prospérer ce que nous sommes, qui méprisent ce que nous sommes. Nous sommes... on ne peut pas former nos propres ennemis, on ne peut pas les élever. Donc, il faudrait que la nouvelle génération qui arrive, parce que nos pères, on ne va pas les juger. C'est pour cela que nous nous sommes abstenus de juger tous ceux qui ont porté leur soutien à un quelconque candidat. Parce qu'on ne peut pas parler de retour aux sources et ne pas le refléter dans sa manière de faire. Exactement. Donc, ils sont libres de soutenir quel candidat ils veulent. Mais nous, la nouvelle génération qui arrive, nous devons donc corriger ces erreurs. C'est pour ça que dès le départ, il dit que nos pères ont fait des erreurs. Mais néanmoins, ils ont aussi fait beaucoup de choses qui permettent qu'aujourd'hui, nous puissions être là. Donc, c'est à nous de pouvoir donc corriger ces erreurs. C'est dit donc, ok, nos pères vous ont soutenu et à chaque fois qu'ils vous ont soutenu, qu'est-ce qu'on en a reçu? Du mépris tout simplement. L'association Retour aux sources travaille sur un projet de mémorandum. Parce qu'il est inadmissible que dans un pays laïque, les chrétiens ont des jours fériés, les musulmans ont des jours fériés. Nous n'avons pas des jours fériés. Et même des espaces à la télévision nationale. Et des espaces à la télévision nationale. Vous savez, j'ai déjà eu à passer à la télévision nationale pour quelques instants. Parce qu'il faut aussi les saluer. Mais c'est avec beaucoup de peine et de difficultés. Dans les coulisses, on vous dit clairement que votre discours dérange. Donc, quand on veut vous programmer, il faut ménager, il faut, et parfois même on vous déprogramme. Or, ce n'est pas normal. La télévision nationale devait être même le lieu d'expression par excellence de nous les traditionalistes. L'État devrait appuyer des chaînes comme Kemet TV, qui se décident de faire de nous des Camerounais. Parce que le problème que nous avons, tout le tribalisme et consorts qui pilulent, c'est parce que nous ne sommes plus qui nous sommes. Exactement. Nous ne savons même plus qui nous sommes. Ça fait donc qu'on est manipulé à souhait. Maintenant, il faut donc savoir, est-ce que ceux qui nous dirigent voudraient vraiment qu'on soit unis? Vous savez, les gens de l'autre côté, leur philosophie s'est divisée pour mieux régner. Et ceux qui nous dirigent ont été moulés par ceux-là. On est donc en droit de se poser des questions. Même comme dans leur discours, ils parlent tout le temps de unité, 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 mais ce sont des thèmes vides de sens. Moi, on m'a appris au village que quand quelqu'un parle, il faut l'écouter, mais par la suite, il faut regarder ce qu'il fait après avoir parlé. Parce que les gens sont toujours doués de belles paroles, mais c'est les actions qui déterminent qui nous sommes vraiment. Voilà. Alors frère, comment est-ce qu'on passe à l'action politique? Comment traduire concrètement la kémitude en programme politique, en stratégie de mobilisation et en gouvernance sans la vider de sa substance? Déjà, parce que tu en as dit, c'est l'ordre, c'est la justice, c'est la vérité, c'est l'équité. Alors comment est-ce que la kémitude, justement, peut se transformer en programme politique et même en stratégie de mobilisation et de gouvernance sans justement la vider de sa substance?
Vous savez, quand vous parlez aux gens avec votre cœur, les gens vous écoutent. Quand vous êtes vrai devant les gens, la vie est une question de vibration. Et les gens ressentent les vibrations. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous interconnectés. Donc, lorsqu'on parle véritablement, le peuple suit. Même les pasteurs, lorsqu'ils mentent leurs fidèles, ils ont les vrais aussi. Hein? Oui, mais sauf que pour qu'ils s'en arrivent à ce niveau-là, il y a déjà eu un formatage qui permet que les gens considèrent ce mensonge comme vrai. Exactement. Donc ça fait donc comme c'est leur vérité à eux, automatiquement lorsqu'on leur présente, ils adhèrent. Pendant que nous qui savons que ce n'est pas vrai, lorsque tu commences, automatiquement, il y a choc. Donc, la première chose qu'il y a lieu de faire, c'est d'abord s'ancrer dans nos valeurs culturelles. Et quand je dis culturelles ici, il s'agit de nos valeurs spirituelles. Vous ne pouvez pas diriger un peuple sans être spirituel. Ça ne se fait pas en Afrique. On ne dirige pas vulgairement, on dit vulgairement, on ne dirige pas le ventre vide. Parce que vous dirigez sur quelle base? Vous devez d'abord diriger la nuit avant de venir diriger le jour. La preuve de ce que je dis, c'est que avant qu'il y ait une élection, on convoque d'abord tous nos mystiques au palais. Vous pensez que c'est anodin ou bien c'est parce que parce qu'on sait qu'il faut d'abord diriger la nuit. Dès qu'on a gagné l'élection la nuit, en journée, on fait une formalité. Qui est la partie visible. Voilà, donc c'est pour cela que je suis en train de dire que nous devons arrêter donc de les aider eux à gagner la nuit. Et décider que dorénavant, celui qui sait qu'il peut aller dans la nuit gagner, qu'il vienne. Nous tous on va maintenant s'engager, nous, à gagner l'élection. Déjà même que moi je suis contre ces histoires d'élection, moi je soutiens l'AS. Vous savez, il faut être en phase avec ses opinions. Je ne peux pas soutenir l'AS et parler d'élection. Je suis pour la suppression des partis politiques. C'est pour cela que d'ailleurs j'ai démissionné d'un parti politique. Donc, je suis pour la suppression parce que tant qu'il y aura les partis politiques, il y aura une concurrence électorale. Et du moment où il y aura cette concurrence, on ne va pas travailler pour le peuple, on va travailler pour être réélu, pour pouvoir garder les prébendes. Donc, on commence donc à voir le pouvoir comme un gâteau qu'il faut se partager. Les batailles de positionnement et voilà. autres. Donc vous voyez donc une fois qu'on reste dans ces batailles de positionnement, automatiquement on répète le même schéma. Mais si on revient donc à nos arcanes, où on dit ok, il y a beaucoup de rites, il y a des rites populaires, on peut dire ok, tous ceux qui veulent être maire par exemple à Yaoundé 6, je prends un cas comme ça au hasard, à Yaoundé 6, il n'y a pas de souci, on va convoquer les anciens. L'élection sera publique. Allons à tel stade. Tout le monde qui sait qu'il va être maire vient, il va passer au rite devant tout le monde. Il y a des rites, il y en a à profusion. Dès que tu viens devant tout le monde là, on voit automatiquement que ce n'est pas lui. De côté, je viens, on voit automatiquement, c'est un peu à moi de côté. Une ça arrive, tac, c'est elle. Tout le monde, il n'y a rien à discuter là. Ok, c'est elle, on la prend, on lui fait les rituels nécessaires. Elle prête serment, qu'elle va travailler pour le bien de tous. On met des gardiens qui vont l'accompagner dans son travail. Mais vous voyez qu'on a résolu un problème. On a gagné en temps, on a gagné en argent, on a gagné en énergie. Et maintenant, on a la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Vous voyez qu'à ce niveau-là, c'est propre. Il n'y a pas de problème. Voilà que la cité prend de plus belles parce qu'elle-même, elle va travailler avec une légitimité qui fait qu'elle n'aura pas peur de prendre des décisions qui s'imposent. Généralement, c'est que lorsque vous êtes élu, il y a eu un lobbying derrière. Et de temps en temps, on vient vous rappeler qu'attention, il ne faut pas oublier que, attention, il ne faut pas oublier que non, il y a tel marché que vous avez attribué là, vous expliquez le bien fondé, comment ça va aider la population, vous dites non, on ne vous a pas envoyé là pour ça.
on vous a soutenu à tel niveau, tel niveau, tel niveau, donc on attend le retour sur investissement. Ça fait donc, on a donc des sociétés qui gagnent des marchés, elles ne livrent pas, ou elles font pratiquement un très mauvais travail, et rien ne leur arrive parce que c'est un retour sur investissement. Et quand je parle de cette réalité, tous les autres pays africains se reconnaissent dans ce que je dis. Exactement, c'est d'où l'initiative de Kemet Reconnexion, entre autres, de créer un événement comme Kemet Reconnexion, qui invite les uns et les autres à venir se reconnecter avec la source ancestrale à travers les initiations, et qui dit initiation vous permet d'avoir une autre vision du monde, de ne plus avoir l'œil du profane et considérer le bien matériel comme bien essentiel pour la vie, alors qu'au-delà, au-dessus de ça, il y a ce côté spirituel, cette essence spirituelle qui permet à l'homme d'être en harmonie envers lui-même et envers tous les autres constituants de la nature, entre autres. Et même le nouvel an Kamit qu'organise l'association Retour aux Sources, les discours qui sont prononcés là-bas, c'est toujours une invite aux frères et aux sœurs d'ici et là à venir se reconnecter avec la source ancestrale pour ne plus avoir la vision du monde imposée, n'est-ce pas, par celui qui vient nous dicter ou alors nous imposer son hégémonie. Alors frère, bientôt nous allons sortir. La kémitude peut-elle servir de base à une idéologie politique continentale ou doit-elle d'abord s'enraciner localement, peuple par peuple, culture par culture? Vous savez, on a une tradition des empires. On a une tradition des empires. D'ailleurs même, nous avons une démocratie très avancée. À tout seigneur, tout honneur. Moi, je suis un Ekan. Un peuple qui est dans pratiquement 5 pays en Afrique centrale. Chez nous, on dit, on ne gouverne pas, on parlemente. Vous voyez qu'à ce niveau, le chef, il ne gouverne, il parlemente. Donc quand il doit venir auprès du peuple, il leur dit que voici, on va faire ça, et puis on le questionne, on le contredit, jusqu'à ce qu'on voit le bien fondé de l'action qu'il va mener. Donc, dans cette culture des empires-là, il est important que chaque peuple d'abord s'organise en fonction de ses us et coutumes. Et lorsqu'ils vont donc s'organiser comme ça, là je suis déjà dans les États-Unis d'Afrique, chez Kwame Nkrumah. On s'organise donc en soit micro-États, soit les petits royaumes. On sort des frontières coloniales. Je vous prends par exemple le cas de nous les Ekans. On se réunit entre nous, on a une langue commune. Ça fait qu'on a les us et coutumes. Ça fait que ça sert maintenant de loi. On sait que dans cet espace géographique, voici comment il est régulé. Maintenant, donc, tous ces petits ensembles vont donc s'agréger autour de grands ensembles. C'est ce que l'AES est en train de construire. Mais pas dans la vision que moi j'ai de la chose. Je sais que ça viendra parce qu'ils sont arrivés comme ça aussi sur un coup de force. Mais c'est déjà bien que ça se fasse. Donc, lorsqu'on va donc réunir donc tous ces... Chacun se développe dans son biotope et puis on s'interconnecte. Donc, sachant que nous sommes tous frères, l'Afrique a toujours su que c'est la diversité qui fait le monde. C'est pour cela que même dans les grands empires, il y avait les royaumes, mais qui suivaient un empereur qui commandait sur tous les royaumes. Et maintenant, chaque royaume était donc gouverné par ses us et coutumes. On a gardé ça. Parce que dans nos chefferies, il y a le chef supérieur, le roi, mais il y a aussi des chefs de troisième degré qui gouvernent soit un clan, soit une famille. Et maintenant, vous allez constater que même si on dit tous la même chose, même si on fait tous la même chose, il y a des nuances. Donc,
Ce sont ces nuances-là qui permettent donc qu'on soit donc des grands. Parce qu'on va utiliser donc toute cette diversité-là pour pouvoir donc évoluer. On sait que si on a besoin de telle chose dans tel domaine, on va prendre tel ou tel, parce que chez eux, cette façon de faire là est plus facile. Donc, notre socle idéologique doit donc être ce que je viens d'énumérer là, d'abord sortir des frontières coloniales, parce que ces choses-là ne nous aident pas du tout. C'est une aberration. Moi, j'ai déjà fait les frontières. Vous savez, le retour sur ça a eu à faire des activités en BAM. Il y a des gens qui habitent au Cameroun qui ont des terres au Gabon. Ils sont donc quoi? Il y a des gens qui habitent en Guinée équatoriale qui ont des terres au Cameroun. Ils sont donc quoi? Il ne peut pas se marier avec quelqu'un qui est au Gabon là. Et on vous dit que non, vous n'êtes pas frère. Il faut que je paye pour que je vienne habiter de l'autre côté là. Donc ça c'est la première étape. Il faut sortir et c'est pour cela que je ne cesserai de saluer le travail de l'AES. Le combat de l'AES, c'est le combat de toute l'Afrique. Si l'AES échoue, c'est toute l'Afrique qui échoue. Mais que les Occidentaux et les détracteurs de l'AES tiennent cela pour dit. Même si l'AES tombe aujourd'hui, l'AES renaîtra ailleurs. Et ailleurs, ça sera encore plus grave parce qu'on aura appris des erreurs que les autres ils auront commis. Donc, il faut qu'on revienne aux fondamentaux, qu'on revienne à ce qui a fait notre essence, qu'on revienne à ce qui a fait notre grandeur, qu'on pense le monde pour nous. Donc, selon toi, ça veut dire que parlant des Kamites, les Kamites de chaque communauté, pour ne pas dire pays, doivent commencer par faire un travail de fond, chacun en ce qui le concerne. Ensuite, donc, nous allons fédérer les énergies autour de cette idéologie commune qui est cette kémitude-là, comme l'AES est en train de le faire actuellement, comme tu le dis si bien. Mais sauf que j'ai un problème. Les présidents de l'AES sont encore des musulmans. On les voit à la mosquée cogner le front à terre. Mais comment véritablement peuvent-ils promouvoir une idéologie en continuant d'appliquer la spiritualité des autres? Est-ce que fondamentalement, ça ne pose pas un problème? Et puis, ça ne fait pas douter certains qui pensent que certainement c'est encore ces musulmans qui sont derrière eux. Deuxièmement, l'AES pèse quoi aujourd'hui sur le plan géopolitique? Lorsque nous voyons un président, certains peuvent l'appeler fou, comme Donald Trump, aller capturer un autre président dans son pays, élu démocratiquement, dans un pays souverain qui a une constitution. On se pose la question de savoir qu'est-ce que l'AES pèse sur le plan géopolitique mondial aujourd'hui. Pour la première question, qui est une excellente question, il faut savoir que ce sont les peuples qui doivent faire la pression sur les dirigeants. Les Kamites, les traditionalistes, qui sont dans ces peuples-là, est-ce qu'ils font un travail qui fait en sorte qu'ils soient un contre-pouvoir? C'est ce que je dis depuis l'entretien. Quand vous ne pesez pas, vous voyez, on a vécu ici des périodes où, lorsque vous critiquiez l'islam, on vous arrêtait, on vous enfermait. Pourquoi? Mais parce que les musulmans étaient des grands commerçants. Ça faisait donc qu'ils graissaient la patte à tout le monde. Tout le monde avait peur parce qu'ils avaient le pouvoir économique. Il faut être stratégique. C'est pour cela que vous voyez, nous on a mis sur pied l'école des cadres. Il faut penser la lutte. Venir insulter les chrétiens, insulter les musulmans, c'est beau. Cette fougue-là, cette énergie-là, c'est bien. Mais si elle n'est pas canalisée, si elle n'est pas orientée de manière stratégique, on va faire 1000 ans et rien ne va changer. Exactement. Donc, il est important donc que les traditionnels, les Kamites, soient un contre-pouvoir, qui posent des actions qui contraignent le pouvoir à aller dans le sens de nos intérêts.
Les autres le font, ils s'organisent en réseau. C'est un secret de polichinelle. Lorsque il y a un remaniement qui arrive, mais chaque loge envoie ses listes, nous on a envoyé quelle liste? C'est ça le problème. Du moment où on ne nous connaît même pas. Voilà, chaque fois que vous ne serez pas là où on décide, on décidera toujours contre vous et pour vous. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, on va saluer un président, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez vu, premièrement, il a instauré une journée fériée pour les traditions. Deuxièmement, lorsque son premier ministre a été discourtois vis-à-vis de nous, on l'a foutu à la porte. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a compris. Mais s'il le fait en restant musulman, est-ce que ça change trop grand-chose? Vous savez, quand on est un dirigeant, on est le dirigeant de tout le peuple. Maintenant, c'est les actes qu'il faut regarder. C'est les actes qu'il faut regarder. Est-ce qu'il pose des actes qui vont en faveur de la renaissance africaine? Si c'est oui, c'est bon. Si c'est non, on le classe. C'est oui. Voilà. On est tous d'abord nés quelque part. Moi, je suis chrétien catholique à la naissance. Ce n'est pas un choix personnel. Comme nous tous d'ailleurs. Et quand je grandis, je me rends compte que là, ce n'est pas bon. Je sors donc de là et je commence à agir. Sankara lui-même, au départ, il est chrétien. Mais c'est lui qui vient demander à décoloniser les mentalités. C'est ce que nous voulons. C'est l'action qu'on veut. Parce qu'on a mis aussi notre grand frère là à côté, le président gabonais, qui était partout. Il a vu le plus grand diseur de Mvet du Gabon. Il était dans le Bouti, il était. Mais les actions aujourd'hui nous montrent quoi? Au contraire. Oh, mieux même encore l'autre qui lui, il est coin son front, mais il agit pour nous. Que lui qui est venu, on a dit oui, vraiment, voilà un frère, on l'a embrassé. Et en l'embrassant, on se rend compte que quand on écarte les bras, on scinde dans le dos. Donc, vivement, qu'on s'organise et qu'on soit un contrepoids. Mais est-ce que, parlant de contrepoids, est-ce que ce soit les citoyens du Burkina Faso, les citoyens du Mali, les citoyens du Niger, qui sont les citoyens de l'Alliance des États du Sahel, sont-ils conscients de ce qu'ils doivent faire ou alors ils font simplement du suivisme, c'est-à-dire leurs présidents, leurs différents présidents font des discours, ils suivent, là où le vent les amène, ils suivent. Sont-ils conscients et sont capables véritablement de mettre la pression à ce leader-là pour que, c'est-à-dire qu'on anticipe? Je vois un éveil profond au sein de ces peuples. Je communique beaucoup avec les frères de l'Afrique de l'Ouest. Je travaille beaucoup avec eux. Et je puis vous assurer qu'ils sont même très avancés parce que c'est des gens, malgré qu'ils sont restés, qui sont pour la plupart musulmans, mais ils maîtrisent leur tradition. Donc il fallait juste un catalyseur officiel. Parce que la religion a toujours eu ses méthodes pour s'implanter. Il fallait donc un catalyseur officiel qui vient leur dire que oui, ce que nous faisons là est bien. Vous voyez aujourd'hui tout le travail que l'aîné Korejo Misea Doumbia a fait. Vous voyez comment au fur et à mesure ça prend. Exactement. Vous voyez au Burkina, là-bas même c'est grave. Donc, c'est pour ne parler que de ces deux-là. Vous voyez que le peuple est en train de prendre conscience. Il ne faut pas souvent oublier que nous parlons là des centaines d'années de matraquage. Des milliers d'années, tu veux dire? Donc, ce qu'ils font même est très à saluer. Ce réveil même est trop rapide. Les gens ne pouvaient même pas, nos oppresseurs ne pouvaient pas s'imaginer qu'on pouvait s'en sortir aussitôt. Donc, il est important de saluer ce travail-là. Et en le saluant, c'est pour dire que ce qui est fait est bien. Mettons encore plus de pression. Parce que le travail est immense. Et les ouvriers sont peu nombreux. Donc ça veut dire, si je travaille avec les deux bras, maintenant il faut que j'ajoute la tête, il faut que j'ajoute le dos, il faut que j'ajoute les pieds. Parce que ce que nous faisons, si nous ne le faisons pas, nous allons disparaître. Et maintenant, donc, quel est le poids de l'AS sur
la géopolitique mondiale. Vous savez, le Sahel, on a beau nous dire que c'est une zone pauvre, aride, c'est très faux. On a des réserves d'or, on a de l'uranium là au Niger. Et sur un plan géostratégique, quand vous regardez la carte, vous savez qu'à partir du Sahel, vous pouvez bombarder le Maghreb. Donc, à partir du Sahel, vous pouvez déstabiliser le Tchad. Vous pouvez descendre là en bas, là, déstabiliser en Afrique australe. Donc, c'est une bande comme ça qui relie les deux Afriques. Donc, il est important de savoir que tout ce djihad, tous ces guerres qui sont là-bas, jusqu'au Soudan, là, c'est fait à dessein. S'il y a une stabilité dans ces zones, et les impérialistes perdent le contrôle, ils perdent le contrôle. Donc, on a parlé de Donald Trump. Vous savez, les États-Unis, je crois que c'est Kissinger qui le disait, les États-Unis traquent leurs propres traîtres pour les neutraliser et ils traquent les traîtres des autres nations pour les exploiter. Les États-Unis ne sont forts que parce qu'on a des traîtres au milieu de nous. On a vu en 1993 ce qui s'est passé en Somalie. La Delta Force a été décimée. Ah oui, oui. Donc, on arrête de faire croire aux gens que ces gens-là sont une hyperpuissance. Ils ont perdu des guerres. Oui, parce que on tremble un peu, hein, on tremble un peu. Donald Trump peut rêver du Burkina Faso, du Niger et du Mali, et le lendemain envoyer les avions là-bas pour déstabiliser, comme il y a les vérités de déstabilisation. Aurons-nous des moyens de nous défendre? Et c'est là où j'interroge aussi des pays alliés, comme la Russie. On a vu au Venezuela, la Russie, la Chine, l'Inde sont des pays alliés au Venezuela. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune décision. C'est vrai que les États ne prennent pas de décisions anticipées au risque d'échouer dans les interventions. Mais on ne voit pas de discours forts. Le président chinois a tout simplement dit que le président américain relâche le président. Ça, c'est la diplomatie, on le sait. Mais au fond, qu'est-ce qui est fait? Et Donald Trump s'en vante et dit à qui veut l'entendre, le prochain, ça sera tel, ça sera la Colombie. Et les pays africains qui sont dans son collimateur, il les a cités. Ça, c'est la réalité que nous vivons. Mais les discours politiques et diplomatiques, ça ne nous sert pas à grand-chose aujourd'hui. Vous comprenez donc pourquoi je dis qu'on doit sortir de ces paradigmes-là. Vous savez, les États n'ont pas d'amis. Voilà. Ils n'ont que des intérêts. J'ai prononcé un discours au Temple des Lumières à l'occasion de justement la cérémonie de fin d'année, où je disais, ce qui arrive là va arriver, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour que quand ce qui arrive là va arriver? Et Ibrahim Traoré l'a si bien dit, l'hiver noir, voilà, qui arrive. J'avais déjà fait un texte, je crois il y a de cela 1 an ou 2 ans, où j'annonçais toujours que la jeunesse doit savoir qu'on reviendrait ici nous coloniser par les armes. Quand je faisais ce texte, quand je faisais ce discours, je ne jouais pas au prophète. Donc, il faut savoir que le jour où la Russie n'a plus d'intérêt derrière un leader, la Russie va vous lâcher. La Russie, le président russe est président pour les Russes. D'abord. Vous pensez qu'il va laisser les intérêts des Russes pour venir défendre les intérêts des Africains, comme ça là? Pas du tout. Déjà, il y a même une chose qu'il faut relever. Maduro changeait d'emplacement, donc ça fait qu'on ne savait pas où il était exactement. Il reçoit la délégation chinoise. Quelques heures après avoir reçu la délégation chinoise, il est capturé. Posez-vous les bonnes questions. Il y a trahison. Posez-vous les bonnes questions. Je ne vais pas aller jusque-là, je m'interroge. Non, c'est le cas. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Il y a eu traîtrise. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qui peut nous sauver?
Si on part sur le plan de l'armement conventionnel, c'est mort. Ils ont des armes qui sont plus sophistiquées que les nôtres. Néanmoins, on doit quand même aussi avoir ces armes-là. Parce que même si on va avoir tout ce qu'on a, ayons quand même aussi la Kalachnikov. Et c'est là où le président burkinabé, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a réussi le pari. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des cercles initiatiques qui combattent aux côtés de l'armée burkinabé. Vous voyez les armes qui sont utilisées, c'est des fétiches. Nous avons des gens qui, lorsqu'on tire un missile, on fait disparaître la surface, on fait une étendue de mer. Les données satellites savent que TV, ce n'est pas humain. Vous croyez que le missile va tomber? Pas du tout. C'est pour cela que nous, on a créé le laboratoire de sciences et technologies endogènes. Parce que c'est des choses qui sont là. Et c'est des choses qui doivent donc aider à la prise de décision politique. Qu'on soit capable de dévier un missile. Oui, il y a même des gens, ils ont des choses, ils posent là. Comment? Lorsque le missile vient, il rentre de là où il est venu. Tant qu'il n'arrive pas de là où il est venu, il n'explose pas. Retour à l'expéditeur. Tranquille, ça ne coûte pas grand-chose, on n'a pas besoin du pétrole. Et vous savez, il y a eu un scandale avec les F-16. Les F-16 ne tirent pas sur des cibles américaines. Donc, vous pensez que lorsque nous allons cesser d'être un théâtre géopolitique, où on aura donc déjà défait l'Occident, maintenant il faut établir un hégémon. Nous, on doit monter aussi. Quand on monte là, vous pensez que la prochaine confrontation, c'est entre qui et qui? C'est entre nos amis d'aujourd'hui et nous. Donc nos amis d'hier vont donc devenir nos ennemis d'aujourd'hui. Donc il est important donc de penser à ce pan-là. Et c'est pour cela que vous voyez, je salue toujours. Vous savez, moi je suis un sankariste. C'est un secret pour personne. Je suis un sankariste. Je salue toujours ce peuple du Burkina. Quand j'ai vu ça, vous savez, c'est utilisé dans nos armées, parce que moi je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup avec des gens. Même dans nos armées ici, c'est utilisé. Mais c'est de manière officieuse. Les gars vous disent, il y a des gens, ils vous amènent en guerre. Il trace avec son bâton un cercle comme ça. Il dit, même si vous voyez quoi, vous ne sortez pas de ce cercle. C'est des témoignages vivants. Et on vous dit, pendant que nous étions dans ce cercle, on a tiré des obus, on a tiré toutes sortes d'armes, l'aviation est passée, personne n'est mort. Seuls ceux qui ont paniqué et sont sortis du cercle tracé sont morts. Ça, c'est une technologie utilisée par les chasseurs. Moi, j'ai eu la chance d'aller chasser avec des chasseurs en pleine nuit. À un moment donné, il te dit, place-toi là, il trace un cercle, il te dit, ne sors pas de ce cercle. Même si c'est quel genre d'animal féroce, c'est comme si vous êtes invisible. Parfois, il arrache une feuille, il jette par terre, il te dit, pose le pied dessus. Tu poses le pied dessus. C'est après qu'il t'apprend que tu étais déjà invisible ou bien tu étais à la plante, que vous étiez en train de piétiner la feuille. C'est avec ça que nous pouvons faire face. Vous savez, le Cameroun, c'est le seul pays en Afrique noire qui a fait une guerre d'indépendance. Même si on ne veut pas le dire ouvertement, nous le savons, c'était une guerre. Dans tous les fronts, tout le Cameroun a été ensanglanté. Donc, pendant cette guerre, pendant cette guerre, vous pensez que la guerre était contre qui et qui? La guerre, c'était entre Kamit et les Blancs et leurs suppôts locaux. C'était ça la guerre. Et qu'est-ce qu'ils utilisaient, l'UPC? Ce sont ces technologies-là qu'ils utilisaient. Il y a des écrits. Oui, effectivement. Il y a des écrits qui le disent. Il y a même des témoignages où des gens vous disent que lorsqu'on était au maquis, on disparaissait. Les gens arrivaient, on ne voyait personne. Et puis, ils rentraient, je me transformais en rivière, me traversais comme ça, alors que c'est moi qui cherche. Justement, parlant de Oumyobel, le nationaliste, c'est parce qu'il a été trahi qu'il a été capturé. Mais chaque fois qu'on le localisait, on arrivait, on ne trouvait personne qui disparaissait. Donc, nous avons encore ça.
Donc, il est donc important qu'on travaille donc sur les traîtres. On doit les traquer. Ces traîtres-là, il faut être implacable, il faut être sans pitié contre ces traîtres-là. Et j'ai apprécié le président Ibrahim Traoré, puisqu'on parle de l'AES, qui a dit on ne va pas refaire les mêmes erreurs que nos dévanciers. Ces erreurs nous ont coûté cher. Parce que si le président Sankara avait déjoué le coup d'État, il savait. S'il avait déjoué le coup d'État, on n'en serait pas là. J'ai vu une interview d'un de ses amis qui lui disait allons, on va aller te faire un rituel dans un village. Lui étant Chrétien, communiste et léniniste, il n'était plus chrétien. ah, d'accord. Il était léniniste. Donc ça veut dire qu'il était athée. Et non, vraiment, les choses de la religion, vous savez, les léninistes n'étaient pas... Oui, effectivement. Et c'est ça qui l'a emporté. Il croyait en l'homme, il croyait en l'amour, il croyait en la fraternité. Sauf que nous disons, nous ne sommes pas tous frères. Il y a des faux frères. Quand on vous dit même souvent que l'armée coloniale est venue faire... Moi, mon arrière-grand-père, j'ai 2 arrière-grands-parents, du côté paternel, du côté maternel, qui ont fait la résistance contre les Allemands. Un a été déporté en Guinée équatoriale, l'autre a été fusillé. Vous pensez que, quand on vous relate les récits de guerre, vous pensez que c'était les Blancs qui faisaient la guerre? Non. On prenait des Soudanais, des Saris, on les amenait ici, combattait les gens ici. Et comme le combat était donc égalisé, tu disparais, lui aussi disparaît. Tu te transformes, lui aussi se transforme. Mais quand ils sont là venus eux-mêmes, ils ont vu que ça ne donnait pas. Ils sont repartis. La preuve, c'est que même quand ils ont eu leur guerre tribale, c'est nous qui sommes allés là-bas les délivrer. Effectivement. C'est très important. Voilà, messieurs les présidents de l'Alliance des États du Sahel, nous soutenons le combat que vous menez et commencez par vous débarrasser, du manteau de musulmans et autres que vous avez là. Et puis, soyez forts, il ne va pas manquer de velléités de déstabilisation comme dernièrement. Mais tenez fort. Et également, comme vous avez fait la Banque des États du Sahel, faites également une télévision des États du Sahel parce que beaucoup s'en plaignent de ce qu'ils n'ont pas les moyens, comme ici au Cameroun à travers Kemet TV, d'avoir une liberté d'opinion pour défendre leurs idées, pour mener à bien le combat noble qui est le nôtre, celui de la Renaissance africaine. Frère, tu as parlé de jeunesse tout à l'heure, de jeunesse africaine. Alors, quel est le rôle que cette jeunesse africaine-là doit jouer dans cette reconstruction idéologique et quel danger vois-tu justement dans une appropriation superficielle du folklore, du folklorisé et de la kémitude? J'ai pour coutume de le dire, c'est déjà même un leitmotiv, c'est devenu un slogan, une chanson. La jeunesse doit cesser d'être le fer de lance. Vous savez, ici au Cameroun, il y a cette expression, on a endormi la jeunesse avec, vous êtes le fer de lance de la nation. Sauf que ça relève de la malhonnêteté intellectuelle simple et pure. Parce que le fer de lance, tant qu'on ne le lance pas, il ne sert à rien. Il rouille. Donc, j'ai donc pour coutume de dire la jeunesse doit cesser d'être le fer de lance et être la main qui tient la lance. Parce que c'est la main qui tient la lance qui mange toujours le gibier que la lance a tué. C'est la main qui tient la lance qui utilise la lance pour se défendre contre un danger. Donc, à ce niveau, la jeunesse doit se prendre en main. Parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, et nos pères bien avant eux, ils étaient tous jeunes. À 20 ans, ils occupaient des hautes fonctions sociales. Donc, arrêtons de croire qu'on est assez vieux. C'est vrai que la gérontocratie ambiante a fait croire aux gens qu'il faut d'abord avoir 60 ans pour espérer être dans un gouvernement. Et là, même quand on a 60 ans, on nous traite de jeunes. Hein? Donc, ça devient très compliqué. Et la charte de l'Union africaine dit qu'on est jeune de 18 à 35 ans. C'est la charte de l'Union africaine qui le dit. Et c'est à ce moment-là qu'on n'a peur de rien. Qu'on a encore toute la vigueur. Ce n'est qu'à ce moment qu'on peut agir.
Donc, nous devons sortir de ce folklore où on prend la culture comme un amusement. Parce que c'est aussi ça le danger avec l'UNESCO. L'UNESCO est en train de folkloriser la culture. C'est un travail insidieux qui est fait. Et c'est très dangereux. C'est pour ça que vous voyez, moi, je ne salue pas les inscriptions au patrimoine mondial. Parce que lorsqu'on est inscrit là, qu'est-ce qui reste? La substance même, c'est quoi? On a inscrit l'Omvet. Combien de Mbomvet véritables nous avons? Parce que pour être un Mbomvet, c'est une initiation. C'est comme les pharaons faisaient, c'est 21 ans d'école. Ce n'est pas grincer les cordes et chanter des épopées qui fait de toi. Mais c'est ce qu'on retient, on dit que non, c'est une littérature orale. Vous voyez des choses comme ça. On ne va pas vers le fond. Et on fait ça sciemment. Parce qu'ils connaissent, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas la réalité des faits. Ils connaissent, mais ils font ça sciemment pour dévoyer nos rites de ce qu'ils ont de vrai. Est-ce que quand on inscrit l'Ongon est toujours l'Ongon? Est-ce que quand on inscrit l'Ongondo est toujours l'Ongondo? Parce que tous ces rites que nous faisons là, vous l'avez souligné dans le temps. En Afrique, le divertissement a toujours une essence spirituelle. Exactement. Ça a toujours un enseignement. Exactement. Ça joue toujours un rôle de catharsis. Ça veut dire qu'on résout un problème. On ne vient pas jouer les tam-tams pour danser. Et je bats en brèche ceux qui disaient que pendant que le monde avant, l'Afrique danse. Non, on ne danse pas. C'est notre science. Nous communiquons avec l'au-delà. C'est pour ça, c'est pourquoi on sait danser. Voilà, c'est pour ça qu'on sait danser. C'est inné. On ne danse pas. C'est notre science. C'est l'expression même de la divinité en nous. Exactement, c'est très important. Donc, vous voyez, donc, quand on va donc retenir seulement que on a tapé, il a cassé le dos, il a trémoussé, il a secoué les pieds au sol. La jeunesse, c'est père, la jeunesse, c'est gars. Donc, ce que moi je vais dire à la jeunesse, c'est qu'elle doit se prendre en main. Aller vers ceux qui ont encore ces savoirs. Ils n'attendent que ça. Ils seront même très heureux. Vous savez, au début de l'aventure, avec Retour aux sources, c'est le reproche qui nous était fait un peu partout. Vous ne voyez pas, vous êtes un peu trop jeune pour parler de ce genre de choses. Vous ne voyez pas que vous avez encore trop d'avenir devant vous pour vous mettre dans ce genre de chemin. Mais sauf que de quel avenir s'agit-il? La force de la jeunesse a donc fait que nous, on était insouciants. On voulait atteindre des objectifs. On voulait découvrir des choses. Quand je dis on voulait, c'est comme si on a arrêté. Donc, et ça a permis donc qu'on a fait ce petit bonhomme de chemin qui aujourd'hui, on ne sait pas parce qu'on ne peut pas être jugé parti. On ne sait pas s'il est salutaire, mais à notre niveau, on regarde derrière et on se dit, tiens, on a quand même fait un pas. Il faudrait qu'on fasse encore 2 pas. Donc, aujourd'hui, on peut parler de façon décomplexée de beaucoup de choses. Exactement, exactement. Nous allons sortir avec un message d'espoir. Alors, selon toi, que ressemblerait une Afrique dirigée par les leaders réellement formés à la quiétude? C'est-à-dire, on voit par exemple, comme l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui, qu'il n'y ait plus de spécificité des pays, Mali, Tchad, mais que tous soient regroupés dans un État et qu'en fonction de chaque zone géographique, ici en Afrique centrale, on forme tous les pays de l'Afrique centrale qui devient un seul, le Sahel forme tous les pays qui deviennent un seul, pour véritablement plus tard former ce qu'on appelait les États-Unis d'Afrique. Alors, selon toi, que ressemblerait une Afrique dirigée justement par des leaders réellement formés par la quiétude? Mais c'est le paradis. C'est l'Atlantide qui est cher aux mystiques et autres qui aiment ces choses-là. C'est ça. Quand vous voyez Wakanda, vous croyez que c'est quoi? Et en réalité, Wakanda qu'on voit là, c'est l'Afrique réelle. Il y a une Afrique qu'on voit et il y a une technologie qui est cachée et qui existe. C'est ça, le Wakanda, c'est ce qui existe réellement en Afrique. Donc, avoir donc des dirigeants qui seront donc dans cette optique-là, le vibranium va se réveiller. Donc, pour faire une fleur au Wakanda,
le vibranium va se réveiller. Je vous assure, pour ceux qui font l'expérience de ces choses, pour ceux qui voyagent dans les autres mondes, il n'y a pas, l'Afrique n'a pas son pareil. L'Afrique n'a pas son pareil. C'est pour cela que nous, on a cet espoir. C'est pour cela que nous, chaque jour qui naît, l'espoir est encore plus grand. Nous, on n'espère même plus, parce que l'espoir, c'est même une faiblesse. On sait que demain, là, ça sera meilleur. C'est pour ça que je disais, même si ces leaders qui sont là aujourd'hui tombent, ceux qui viendront seront même plus virulents que ceux qui sont là. Parce que ça boue. Donc, moi, je me dis même qu'ils ont intérêt à les garder eux, parce qu'eux, ils sont même modérés. Parce que ceux qui arrivent là, et vous savez, on ne peut pas... Ils seront violents dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, on ne peut pas nous décimer tous. Donc, s'il y a un message à dire aujourd'hui, c'est un message d'espoir. L'Afrique est déjà réveillée. L'Afrique est déjà debout. Ce qui va arriver, c'est que l'Afrique va prendre le pas. L'Afrique va se mettre en marche. Et quand on parle de l'Afrique, c'est de nous que nous parlons, dont on parle. C'est nous la jeunesse. C'est nous, ces anciens, qui devons encadrer cette jeunesse. Donc, que les Africains restent confiants. L'ère du temps est arrivée. La prophétie dans le Natural Mystic de Bob Marley, il disait qu'il y a un souffle qui est dans le temps. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez le voir. Et il disait, je peux être peut-être la première trompette, je peux aussi être la dernière. Donc, exactement. Il faut savoir que ce moment-là est arrivé, c'est le moment de l'Afrique. On peut croire tout ce qu'on peut croire, on peut nous dire tout ce qu'on peut dire, mais c'est nous. Vous voyez, on a tout fait, on a voulu nous décimer, on a voulu nous rendre stériles. Ça ne donne pas, ça ne marche pas. Donc, on nous a même fait une aliénation, on nous a lavé le cerveau avec l'école, les religions et tout. Tout ça a échoué. Donc, la seule option qui leur reste et qu'ils ont sur la table actuellement, c'est l'option militaire. Sauf qu'ils ne vont pas venir ici nous coloniser sans ces traites-là. Donc, on va d'abord s'occuper de ces traites. Et puis, quand ils viendront, ils vont nous trouver sur place. Et ils verront que le Vietnam, c'était petit. Merci beaucoup, frère Meyanga Mieyeka, d'être venu. La tradition ici à Kemet Télévision, c'est qu'en 10-15 secondes, tu adresses à la jeunesse africaine un message en langue maternelle. C'est une très bonne chose. J'allais m'en vouloir de sortir ici. Sans faire preuve de mon africanité, Question de ma de promouvoir nos langues. Vous savez, quand on parle à un peuple à sa langue, quand on parle à un peuple à une langue étrangère, on s'adresse à son cerveau. Mais quand on parle à un peuple à sa langue, on s'adresse à son cœur. Exactement. Donc, sans plus tarder, tu vas regarder cette caméra et... Masuke ayong ikangese mwanwan mayag meyeke mane mbong ise manwan nyimbasi yase nye akobo onkul bivegle yabolone na Kemet TV ne makobo ayong afirikara ese ne na bibaso amamutum bibaso akia ngoso kiri akia bia ben bingi bibel ngoglen na akia ngabo kobe abo finale tetegnwe komisa men nda akia ngabo kobte nyibe lead ne hanena abazu bodbon ko sonde bon maso dugle ni tam itamte ndibia kanena bia badman kom da ha ana anfinina akia ya king inungule bitu ngulen tang isobe ndefe sisengule nyibieyi modu sabada so abat so mutumia mangebe man mangebe emebe betade abamvambe muyo mbiena kenye ngeke akya ma kemo bo binge yene na binge ke fa binge ke ndi binge zangen
ndi bi ke dikwe ndi dia bada ku so modern na gu jang afan o ko ku sigmo kwa duma da ha onkula konte nguma boma o se na wi keme tv he ho musimine to mine si afirikara to mina amina mintanga to mina manga yat ni min buse mi batso bi lumni ndum ya bi lumni ne na bia kan na mutum me batso akyanga bokoba abat football eti tegnyo aya komise manga hemina bia bungang. À Bungang, à Cuba, très impressionnant hein, de voir un jeune maîtriser autant sa langue maternelle et c'est tout ce que nous souhaitons pour cette jeunesse africaine. Merci, président de l'association Retour aux sources, d'être venu. C'est moi qui remercie Kemet TV parce que Kemet TV a toujours été là pour l'association Retour aux sources. Il était important pour moi à ce moment où l'association Retour aux sources entame ses sorties médiatiques que je vienne ici personnellement pour pouvoir ouvrir le bal à Kemet TV. Donc, ça ne sera pas la première fois, ça ne sera pas non plus la dernière fois. Donc, je dis ça ne sera pas la première fois parce que même si on n'était pas sur aux antennes, mais on était souvent en off. Ah, exactement. Donc, je remercie Kemet TV, je remercie son promoteur qui est animé véritablement d'une vision panafricaniste véritable. Parce qu'on est au Cameroun, mais si on est ici, c'est parce qu'il y a un frère béninois, Sa Majesté Wendo Mabou, qui a pensé ce projet. Vous voyez comment l'Afrique travaille ensemble. Exactement. Et pour atteindre les objectifs. Donc, on n'a qu'à saluer ça. Je crois que depuis qu'il est au pays, il ne s'est jamais senti étranger nulle part. Pas du tout. Au contraire, nous on est même contents de voir que voilà un frère béninois. Ce n'est que dans les sphères politiques là-bas qu'il y a ces problèmes-là. Mais nous ici en bas, nous on ne connaît pas ça. De problème. Donc, je remercie énormément Kemet TV, tout le staff, les techniciens derrière et tout. Et l'accueil a vraiment été à la hauteur du combat que nous portons. Et quand on vous accueille comme ça, on ne peut que dire à très bientôt. Voilà, à très bientôt. Par ma voix également, tu transmettras mes amitiés à l'endroit de tous les membres de l'association Retour aux sources. On va se voir très bientôt. Merci beaucoup. Ok. Nous arrivons au terme de cet échange et une chose apparaît avec clarté. La renaissance africaine pourra être le fruit d'un simple activisme ni d'un militantisme déconnecté de ses racines. Elle exige une refondation idéologique profonde, ancrée dans notre propre génie civilisationnel. La kémitude, comprise comme science, état d'esprit et logique d'organisation sociale, nous rappelle que l'engagement politique africain doit d'abord être un engagement de conscience, un combat pour l'harmonie, la justice et la responsabilité collective. Cet échange nous a également permis de saluer le travail de terrain discret mais constant mené par l'association Retour aux sources qui œuvre à la réappropriation des repères africains et à l'éveil des consciences sous l'impulsion de son président, notre frère Kamit Meyenga Mi-Eyeka, que j'ai reçu avec beaucoup de plaisir ce matin et que nous remercions une fois de plus chaleureusement d'avoir accepté d'être des nôtres ce matin et d'avoir partagé avec sincérité sa vision, son expérience et surtout son engagement. Que cette discussion ne s'arrête pas ici, que chacun comprenne que le militantisme sans idéologie est une agitation vaine et que l'idéologie sans enracinement est une illusion. C'est à la croisée de la conscience, de la pensée et de l'action que se joue l'avenir du continent. Au TEP à toutes et à tous et à très bientôt sur les antennes de Kemet Télévision, toujours avec le même plaisir dans l'émission Sagesse Kamit. Bye bye.